Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres de cette édition. Manque d'effectifs ou mauvaises conditions de travail de services publics en conflit aujourd'hui. La Poste est en grève depuis près d'un mois, et une mobilisation devant la sécurité sociale dénonce les dysfonctionnements de cette institution. Le clash entre deux revues, la martiniquaise Zist et la française Politis. Le directeur de publication de la revue Zist, Zaka Toto, est poursuivi en diffamation par Politis. Il avait dénoncé le plagiat de ses textes. La date limite de déclaration d'impôt, c'est aujourd'hui minuit, mais attention, uniquement par Internet. Il faudra donc se connecter pour compléter et signer sa déclaration. Et puis, avons-nous découvert l'origine du fameux gâteau mal élevé à Saint-Joseph? Julie Kerbel en revendique la maternité. Elle prépare en tout cas toutes sortes de gâteaux depuis plus de 30 ans. Nous visiterons donc sa cuisine. On commence donc tout d'abord avec l'actualité sociale. À la Poste, la grève n'en finit pas et se complique même avec des pneus crevés sur les véhicules. Et puis à la CGSS, il y avait une mobilisation devant la Caisse de sécurité sociale ce matin pour protester contre les dysfonctionnements récurrents des services. Stéphane Lupon et Guillaume Fraissinet. 29e jour de grève à la Poste, c'est un record. Direction et grévistes se retrouvent cet après-midi pour une nouvelle fois tenter de sortir de ce conflit. Si les points sur l'amélioration des conditions de travail ont été réglés, reste à négocier les avantages financiers et les conditions de sortie de crise. Le point d'achoppement depuis le départ, en effet, est le versement d'une prime mensuelle de reconnaissance de pénibilité, aussi bien pour les collègues de la production, la préparation des appareils publicitaires, et les collègues de la distribution, donc principalement les facteurs. Mais également, ce qui bloque aujourd'hui, c'est la possibilité d'aller vers des négociations de fin de conflit. Aujourd'hui, la Poste ne veut pas négocier pour pouvoir sortir de ce conflit. Elle ne veut pas négocier cette fin de sortie. Ça veut dire pour nous qu'elle ne reconnaît pas sa responsabilité par rapport à cette grève. Les négociations reprennent à 15h. À la sécurité sociale, ce sont des moyens supplémentaires qui sont réclamés. Officiellement, il ne s'agit pas d'une grève, donc les accès du siège sont libres, mais les salariés demandent un arrêt du démantèlement des services. Aussi bien en France qu'ici, la Sécu est mise à mal, la protection sociale est mise à mal. Vous avez entendu les débats qu'il y a eu ce matin à l'Assemblée nationale sur la question de la retraite. Eh bien, chez nous, nous disons que les directeurs en majorité martiniquais pour l'instant, se font complices d'un attentat contre la Caisse générale de sécurité sociale. Les salariés appellent la population à faire corps avec eux, mais la mobilisation devrait s'arrêter dès ce soir. Et contacter la direction de la CGSS s'est engagée à s'exprimer sur les problématiques soulevées. Une revue martiniquaise attaquée en diffamation par une revue de l'Hexagone. L'affaire passe demain à Paris. Le différend porte sur une série d'articles publiés dans les revues Zist et Politis. Le directeur de publication de la revue Zist, Zaka Toto, avait accusé l'historienne Laurence Decoq de plagiat. Cyriaque Sommier, Patrice Châteaudequin. Tout commence en mai 2018 lors d'un coup de force des militants au centre commercial de Génipa. Manifestation conduite par le controversé panafricaniste Kémy Séba autour d'une cible très symbolique, le sucre du galion, censé représenter le labeur de nos ancêtres réduits en esclavage. Cela fait naître dans l'esprit du doctorant en histoire Zaka Toto une réflexion sur la société martiniquaise, traduite dans un article publié sur Zist en janvier 2020. Le sucre parle d'évolution politique, aborde les questions mémorielles et se penche sur la percée de l'extrême droite chez nous à travers justement la figure de Kémy Séba. Quelques semaines après, je découvre effectivement donc un texte publié par une historienne française du nom de Laurence Decoq, publié dans le magazine Politis, qui s'appelle « Les plaies sucrées de la Martinique », reprend en fait les grandes lignes de mon travail. Elle a reconnu en privé avoir lu mon texte et avoir retrouvé ses idées à elle, qui étaient ses idées à elle, mais en même temps, elle disait en public qu'elle n'avait pas lu mon texte. Donc effectivement, j'ai pris la plume et j'ai dénoncé ce comportement. Et l'historienne française ne compte pas en rester là, estimant être la victime dans cette affaire, elle contre-attaque sur la toile et en justice pour diffamation. Je dis que je suis blessé par le fait que mon travail soit pompé par une personnalité de gauche, en principe engagée, en principe antiraciste, et que je trouve ça dégueulasse.
le mot dégueulasse est de la diffamation, selon en tout cas la poursuite de Laurence de Cock et de son avocat. Les audiences ont lieu demain au tribunal de grande instance de Paris. 400 personnes ont participé à une souscription pour rassurer les frais de transport et d'avocat de Zakat Auto. Nous, on est poursuivis à Paris et pour se rendre aux audiences, on doit prendre le billet d'avion. Vous connaissez les prix des billets d'avion. Tout dans cette affaire sans discrimination, l'inégalité entre la Martinique et la France et parfois même par des personnalités finalement qui disent vouloir se battre finalement pour nous. Avant ce procès, nous avons aussi voulu connaître la version de Laurence de Cock. Bonjour, vous êtes bien... Mais les messages laissés sur ses répondeurs et sur ceux de son avocat sont restés sans réponse. Voilà, donc une affaire jugée demain. À Annecy, le choc après cette agression au couteau. Un homme s'en est pris aux passants, mais surtout à plusieurs enfants sur une aire de jeu. Certains sont entre la vie et la mort. L'agresseur a été interpellé. Diane Schinger. Ces images ont été prises quelques minutes après l'attaque à Annecy. Plusieurs blessés sont en train d'être secourus par les policiers. On entend les ambulances. Un hélicoptère arrive au plus vite. Au moins un adulte et 4 enfants âgés d'à peine 3 ans sont touchés, certains très grièvement. Un jogger a assisté à la scène. Et d'un coup, il y a une maman qui me dit « Courez, courez, il y a quelqu'un qui poignarde tout le monde, tout au long du lac. Il a poignardé des enfants. Courez, courez !» Et je vois le mec, effectivement, qui arrive en face de moi. Il est sur l'herbe et je vois des flics qui sont à 5-10 mètres derrière lui, qui n'arrivent pas à l'attraper. Il arrive vers moi, donc je m'écarte un peu. Et je m'écarte et je vois qu'il fonce tout droit sur des papis et mamies. Et là, il attaque le papy. Il est 9h45 ce matin en plein cœur d'Annecy, quand l'homme armé d'un couteau s'en prend à des enfants dans une aire de jeu de ce parc qui borde le lac. Les policiers finissent par intervenir. Il courait derrière quelqu'un, puis les policiers sont arrivés d'abord en moto, ils ont posé les motos, il devait y avoir 3 policiers. Ils ont sorti les armes et puis ils ont demandé de se calmer et puis de se mettre à terre. Et du coup, l'assaillant, il s'est pas mis à terre et du coup, ils lui ont tiré dessus. L'homme est blessé et a été interpellé. Plusieurs classes étaient présentes dans le parc au moment de l'attaque. En sortie scolaire, cette professeure a pu mettre à l'abri ses élèves sains et saufs. Et en fait, au bout d'un moment, on a vu 2 hommes se battre devant nous et quelqu'un qui criait « il a une arme, il a une arme ». J'ai fait évacuer une partie de la classe. Il y en avait des élèves qui étaient choqués, qui bougeaient pas trop. L'assaillant, Adel Smich H, est âgé de 32 ans. De nationalité syrienne, il avait déposé une demande d'asile en France en novembre 2022. Il avait le statut de réfugié en Suède et était donc en situation régulière sur le territoire européen. Il était inconnu des services de police. Il n'a pour l'instant pas expliqué son geste. Parmi les victimes, 2 enfants et un adulte sont à la mi-journée entre la vie et la mort. Et puis en Guyane, des échanges de coups de feu ont eu lieu en milieu de matinée devant un collège de Kourou. Les tireurs seraient des collégiens. Une personne serait blessée, l'établissement a été évacué et les élèves mis en sécurité par les gendarmes qui poursuivent leurs recherches pour interpeller les auteurs des coups de feu. Toute autre chose, attention, ce soir, minuit, il sera trop tard. Il ne vous reste que quelques heures pour vérifier et signer votre déclaration de revenus sur Internet. Le format papier reste encore privilégié par de nombreuses personnes, notamment ceux qui n'aiment pas l'informatique. Mais la date limite de l'envoi papier est dépassée. Il ne reste donc plus que l'option numérique. Camille Rijad, Pierre Véraud. Dernières heures pour faire sa déclaration de revenus en ligne. Sur le site des impôts, les habitants des départements à partir du numéro 55 ont jusqu'à minuit pour signer leur déclaration. Dans ce centre des finances publiques à Toulon, quelques contribuables ont fait le déplacement pour se faire aider. Cette retraitée a perdu son mot de passe. C'est que moi je suis un peu allergique aussi. Je ne suis pas très administrative. Voilà. Comme elle, dans le Var, 88% des contribuables font leur déclaration sur Internet. Ah, c'est un B minuscule, oui. Comment je fais le minuscule? Ici, là, B normal. Mais il faut parfois être accompagné. On a énormément de personnes qui, comme c'est des sites auxquels ils accèdent rarement, généralement une fois par an pour la déclaration d'impôt, donc il y a soit une perte de mot de passe, soit une perte d'identifiant, donc c'est vrai que c'est compliqué. En cas d'erreur, il est toujours possible de modifier sa déclaration. Autre obligation qu'il ne faudra pas oublier cette année,
la nouvelle déclaration des biens immobiliers sur le même site des impôts. Mais pas de panique, tous les propriétaires ont cette fois jusqu'au 30 juin pour la remplir. La sélection finale de la Bourse Paille 2023, les lauréats sont connus, ou plutôt les lauréates, puisqu'il s'agit de femmes. Élodie Placide est arrivée en première position et Gladys Hilarus a remporté le prix spécial du public. La Bourse Paille offre un prix d'une valeur de 10 000 € à de jeunes entrepreneurs, ainsi qu'un accompagnement pour leurs projets. Les archives de l'esclavage sont désormais sous la protection de l'UNESCO et plus particulièrement les registres de noms des personnes mises en esclavage. Une décision prise au mois de mai qui concerne les registres conservés par les archives territoriales de Martinique mais aussi de Guadeloupe et de Guyane. Alors qu'est-ce que cela implique? Avec nous pour en parler, Carole Fontaine, directrice des archives donc ex-départementales et nouvellement territoriales. Donc la première question, qu'est-ce que ça implique que ces registres passent comme ça sous la protection de l'UNESCO? Alors c'est surtout une reconnaissance symbolique du travail engagé par le Conseil général et maintenant par la CTM depuis de nombreuses années pour inventorier, classer, conserver, restaurer et numériser ces registres dont on avait saisi bien entendu l'importance depuis de nombreuses années puisque ce sont les premiers, en tout cas en ce qui concerne les registres d'individualité, ceux qui ont été ouverts après l'abolition de l'esclavage, donc ce sont les premiers registres qui ont donné des noms aux personnes auparavant réduites en esclavage. Donc pour qu'on comprenne bien, on ne parle pas des registres de personnes mises en esclavage, mais du moment où, après l'abolition, ils ont reçu des noms. C'est bien ça. Alors en fait, le corpus, l'inscription concerne l'entièreté du corpus, avant l'esclavage et après. Donc ça concerne aussi bien des registres d'esclaves, des registres d'affranchissement, donc pour les périodes 1832-1848, les registres d'individualité, donc des nouveaux libres de 1848 à 1880, et puis également les registres de catholicité, les registres paroissiaux tenus par les curés avant en fait l'établissement de l'état civil post-révolutionnaire. Donc c'est un corpus important et qui se retrouve aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte. Également sont inscrits des documents qui proviennent des Archives nationales d'outre-mer et même des Archives nationales de Haïti. Voilà. Donc ils sont dans les différents pays. Est-ce qu'ils vont y rester? Parce que ça, c'est souvent une question importante. Effectivement, oui, ils y resteront. Chacun reste bien détenteur de ces registres. Mais en fait, l'inscription, donc, il figure sur ce registre de la mémoire du monde. Il y en a environ un demi-millier maintenant. Ils rejoignent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par exemple, ou l'appel du 18 juin de 1940 du général de Gaulle. C'est pour dire qu'on considère un caractère exceptionnel, un caractère et une valeur universelle. C'est pour contribuer ou inciter encore, bien entendu, les collectivités à encore mieux les protéger et à les diffuser auprès du plus grand nombre. Donc pour celles qui n'auraient pas encore été numérisées, eh bien, c'est une incitation à permettre à tout un chacun de retrouver sa mémoire. En fait. Ce qui m'amène à la question suivante, comment ils sont arrivés jusqu'à vous, ces registres ? Alors, ces registres, eh bien, en fait, nous en avons été les archives départementales, en ont été les héritières. Elles les ont reçues, en fait, dans la chaîne en fait, de transmission du gouvernement colonial d'abord, et puis ensuite de la départementalisation. Ce sont des archives publiques, et donc, en tant que telles, elles ont fini par être conservées dans le bâtiment de Tartançon. D'accord, donc c'est pas des privés qui seraient venus jusqu'à vous Non, ces registres, et alors si on parle plus particulièrement des registres des nouveaux libres, ouverts en 1848, donc en fait, c'était dans chaque mairie, dans chaque commune, que ces registres ont été rédigés une première fois, et un deuxième exemplaire a ensuite été déposé au tribunal du greffe de Fort-de-France ou de Saint-Pierre, en pensant que ces documents étaient trop précieux pour qu'il n'existe qu'en un seul exemplaire. Et vu les aléas naturels auxquels est soumise la Martinique, on avait pris cette précaution. Et grand bien a fait parce que, vous voyez, par exemple, après l'éruption de la montagne Pelée, on a perdu le deuxième exemplaire qui était stocké à Saint-Pierre. Donc voilà. Aujourd'hui, les gens sont souvent intéressés à des questions de généalogie, à retrouver leurs ancêtres. Donc est-ce qu'il est possible pour quelqu'un qui voudrait prendre connaissance, marcher sur les traces de ses ancêtres, d'arriver chez vous et de demander à voir ces registres ? Alors, complètement, tout un chacun est bien entendu le bienvenu aux archives. En salle de lecture, alors vous ne verrez plus les originaux qui sont
anciens, fragiles, comme je vous l'ai expliqué, ils sont numérisés. Vous aurez accès à leur substitut numérique, dans une salle qu'on appelle le cyberespace, et sinon sur notre site internet, puisque ça fait partie des corpus qu'on a mis en ligne et qui ont même fait l'objet d'une indexation. C'est-à-dire que vous pouvez simplement, même dès la page d'accueil, taper le nom de famille de votre ancêtre et voir si effectivement on retrouve son nom dans les registres des nouveaux libres. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Carole Fontaine pour ces informations. Donc, je rappelle que vous êtes directrice des archives départementales, des archives territoriales, et que donc ces registres font désormais partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Patrimoine mondial de l'UNESCO. On va parler sport à présent. Après des heures d'efforts dans des conditions rendues difficiles par les courants et l'absence de vent, les élèves du lycée de Croix-Rivaille ont réussi leur pari, faire le tour du célèbre Fort Boyard en Yole, un exploit complété tout à l'heure à La Rochelle. Ces images sont signées Sanga Fagour et tous les détails sur cette performance dans notre journal de ce soir. En football, la cérémonie de remise des trophées aux meilleurs joueurs de foot de Régional 1 a eu lieu hier soir. Il s'agit de mettre en lumière les joueurs qui se sont illustrés tout au long de la saison. Buteurs, gardiens, défenseurs, milieu de terrain, attaquants. Cette cérémonie, organisée par l'association Étoiles Créoles, s'est déroulée dans une salle bien remplie de l'Institut martiniquais du sport. Et je vous propose d'écouter le meilleur buteur de la saison 2022-2023, Kevin Ruperne du New Club de Petit-Bourg et la présidente, Ruperne du New Club de Petit-Bourg et la présidente de l'association créole Diaspower, Elodie Barclay. C'est une réussite sur ce plan-là et puis aussi sur le plan un petit peu plus fun où tout le monde a joué le jeu de la cérémonie sur son 31. C'est un challenge de tous les jours parce qu'il faut jouer des bras, il faut savoir s'imposer, il faut montrer que on a des connaissances aussi, qu'on ne vient pas de la lune pour intégrer ce monde du foot, mais il faut quand même se faire sa place et ne pas se laisser marcher sur les pieds. Mais au final, le bilan est plutôt vraiment très positif pour moi en tant que femme dans ce monde d'hommes. Je ne m'y attendais pas, surtout que j'ai failli arrêter le foot cette année. Donc j'ai été poussé par ma compagne déjà, par le président de mon club de Petit-Bourg et aussi l'entraîneur et tous mes coéquipiers qui m'ont aidé cette année à rafler ce titre. Ça représente quand même beaucoup pour un attaquant, de sortir au meilleur buteur. Donc c'est une belle distinction et j'espère que l'année prochaine, je serai encore là. Des interviews réalisées par Patrick Jean-Guiteau et pour information, le meilleur gardien Emmanuel Vermillon et le meilleur joueur Andy Mardy sont tous deux du club colonial. Football toujours, la Martiniquaise Wendy Renard a été confirmée comme capitaine des Bleus pour le mondial 2023 en Australie. Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine l'a annoncé mardi. Wendy Renard se trouve en ce moment à Mayotte. Elle organise la mise en place d'une académie pour la détection des jeunes talents. Et on en a profité pour évoquer l'équipe de France dévoilée par l'entraîneur. On l'écoute au micro de Darwesh Daou et Youssouf Ahmed Matouar. Maintenant, une sélection, ça se mérite. Une Coupe du Monde, je pense que c'est le rêve de toute footballeuse et de tout footballeur. C'est la plus grande des compétitions avec son pays, donc voilà, un peu de vacances. Mais forcément, on a ça dans un coin de sa tête parce que ça va arriver très rapidement et c'est déjà demain. Donc voilà, bien se préparer individuellement et puis attaquer cette préparation avec l'ambition qu'on a d'aller le plus loin possible et forcément au bout de cette magnifique coupe et de ce magnifique parcours. Il faut commencer cette compétition avec beaucoup d'humilité, du sérieux, parce qu'on a de la qualité aussi à faire valoir. Mais voilà, il y a des tenantes du titre. Les Américaines, elles sont là depuis très longtemps. Les Anglaises, elles ont gagné l'Euro, donc elles vont être aussi déterminées à pouvoir faire quelque chose. Les Espagnoles, elles sont là. Il n'y a plus de petites nations et tout le monde est d'attaque. Même l'Australie, chez elles sont capables de faire beaucoup de choses. Donc voilà, c'est à nous de se préparer et le chemin, il est long pour tout le monde. Il y aura forcément beaucoup de péripéties à droite, à gauche, mais c'est à nous de garder notre ligne de conduite collective et après donner le meilleur de soi et aller jusqu'au bout. En bref, aux États-Unis, cette image impressionnante, New York enveloppée dans un brouillard orange. C'est la conséquence des immenses incendies qui frappent le Canada. 100 millions d'habitants des États-Unis sont concernés par les alertes sur la qualité de l'air. Et le gouvernement appelle les plus fragiles à prendre des précautions, ce qui va vous rappeler quelque chose.
Retour chez nous pour la rubrique Fondoc. Vous le savez, elle est à Saint-Joseph cette semaine. Aujourd'hui, on va parler douceur et pâtisserie. Julie Kerbel cuisine depuis 30 ans des spécialités délicieuses comme le gâteau Malé-Livet, patate coco. Un portrait signé William Zebina, Marc-François Calmeau et Michel Jean-Gilles. Bienvenue quartier Morne-Bossu à Saint-Joseph. C'est ici à la Kaili Julie Kerbel qui a fait Nougat Pays, totot fri à pain, doucelette, toute qualité gâteau local. On doit les joindre. Julie Kerbel, ça vous fait? Moi la kachebe. Moi la ka couper un petit patate ou fait un gâteau patate là. Non, moi ka faire un gâteau Malé-Livet, patate douce et puis lait de coco. C'est un liqueur, moi j'ai fait comme ça, et puis après moi fait gâteau, et puis moi trouvé que il était bon, tout le monde dit moi il est bon, alors moi continue faire, et puis voilà. Moi commence à faire la cuisine, et puis maman moi. Eh bien, nous sommes en famille nombreuse. Il faut que tu fouilles à pain tous les jours. Tu n'es 2-3 fouilles à pain parce que nous sommes 10 chamailles. Alors, et c'est moi qui deuxième fille. Alors, les premiers à partir là, il faut que c'est moi qui te prends la relève. Les mamans pas là. Quand il y a en ville, vendre tout ça, eh bien, il faut que tu fasses manger les plus petits. Alors, c'est pour ça, depuis jeune âge, moi, je fais manger. Moi, commencé à travailler, j'ai tenu 16 ans. Et moi, j'ai commencé à fouiller à peine depuis à l'âge de 10 ans, moi, 10 ans, 11 ans. Moi, ça, mon qui aime faire commerce. Ouais, là, moi, cuisine, moi, même si je parais ici, là, mais je vais essayer. Alors, moi, toujours, même parfois, je vais essayer et puis je vais arriver. Je dis 3 riches et moi pas acheté tellement l'école acheté tellement biscuits bagaille comme ça bayo moi toujours faire un gâteau en pudding et moi toujours mettre sans sac bayo pour aller l'école pour au moment de la récréation et puis goûter yo. Alors c'est toujours ça et puis moi toujours été en ça moi aimé ça. Il y a le monde qui pas qu'à manger comment dire ça les farines. Alors, ce qui fait comme gâteau Malé-Livet à patate et puis coco, il n'y a pas ni farinada, c'est juste maïzena qu'à mettre pour mettre le nez. Alors, c'est qu'il a passé mieux. Tout le monde a dit qu'il n'y a pas qu'à manger gluten, et tandis que gâteau patate là, pas ni glutenada. Tout on va travailler pour des compliments. C'est la meilleure des choses. Et ça a fait progresser toujours. Julie Kerbel passionnée, tout le temps qui est de boutique qui continue à faire gâteau et puis bonbon pays, puis c'est en manière d'y préserver tradition. Eh bien, William, goûter gâteau Malé-Livet, ouais, c'est. Comment goûter ça donne? Gâteau patate, coco. Maman, quoi sentir les DA? Gâteau patate, coco. Maman. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous en rappelle l'une des actualités principales. Manque d'effectifs et mauvaises conditions de travail. 2 services publics en conflit aujourd'hui. La Poste est en grève depuis près d'un mois et une mobilisation devant la sécurité sociale dénonce les dysfonctionnements de l'institution. Ce soir, votre rendez-vous d'information radio est à 18h. En télé, c'est 18h57 avec Cyriaque Sommier. Bonne journée sur nos antennes.